On remarqua cette année un prodige extraordinaire. Le soleil parut sans rayon, de même que la lune, et il ne jeta qu'une lumière languissante, comme s'il eût été en défaillance. Les Romains ont toujours été affligés depuis, par la guerre, par la famine et par les calamités les plus funestes. Cela arriva dans la 10e année du règne de Justinien. 536, Procope. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens s'accordent à dire que 536 était la pire année pour être vivant. Procope est l'écrivain qui accompagna le général Bélisaire dans ses campagnes militaires pour reconquérir l'Empire romain d'Occident au nom de l'empereur Justinien. Il nous rapporte ainsi les effets des catastrophes naturelles qui ont fait trembler le monde connu en 535 et en 536. Il parle des conséquences sur les Romains, et ce terme pourrait très bien, à ses yeux, représenter une bonne partie de l'Europe, y compris l'Italie et la France, en plus évidemment de l'Empire byzantin. À l'époque, ils se faisaient appeler les Romains. Ainsi, même si l'écrivain Grégoire de Tours n'y fait aucune mention, nous pouvons assumer que les Francs sont également touchés. En fait, ces écrits restent muets pendant ces années de tragédie. Pas de guerre, pas de conflit entre frères, rien. Ce constat appuie l'hypothèse que Francia a été touché par un fléau qui garda les rois occupés. Mais que s'est-il passé exactement? L'hypothèse la plus répandue est une succession massive d'éruptions volcaniques. Pas en Auvergne, beaucoup plus loin, mais la force de l'événement était si importante que les nuages de cendres sont arrivés en Europe. Et, contrairement aux nuages radioactifs de Tchernobyl qui s'est arrêté pile à la frontière, il est entré dans le royaume des Francs et a caché le soleil. Pendant combien de temps? D'après les écrits de Michel le Syrien, un autre auteur byzantin, le nuage est resté 18 mois. Les conséquences d'un tel phénomène sur la population sont multiples. Tout d'abord, vivre dans la nuit pendant 1 an et demi n'a pas dû être très gai. Ensuite, les températures ont largement baissé, créant ainsi une mini-période glaciaire. Enfin, les récoltes ont été terriblement affectées, le soleil étant la principale source d'énergie. D'où la famine racontée par Procope. Évidemment, les malheurs ne durent pas que pendant ces 18 mois, mais les effets de cette tragédie se font ressortir sur de nombreuses années. Grégoire de Tours ne l'évoque pas, mais nous pouvons imaginer l'impact du phénomène sur les règnes des rois francs, et en particulier celui de Tibère. À ce moment, il a dans les 40 ans et vient juste d'être couronné. La population franque et gallo-romaine de cette époque est particulièrement superstitieuse, et les événements climatiques sont intrinsèquement liés aux dirigeants du moment. Ainsi, commencer un règne avec l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité n'a pas dû être facile pour Tibère. L'idée que c'était un signe de Dieu pour montrer son opposition a certainement dû se propager dans le pays. On aurait par exemple pu penser que Tibère était illégitime ou qu'il avait commis un crime impardonnable et contre nature. Le roi a donc forcément dû en baver, mais, quoi qu'il en soit, il reste solide et survit à ces difficiles années. On entendra de nouveau parler des rois francs que plus tard, en 537, pour une histoire liée à la campagne militaire de Bélisaire. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode, le général byzantin avait été plutôt en réussite lors de cette année funeste de 536, et nous l'avons quitté à la tête de la ville de Rome lors de la guerre des Goths. Mais l'armée du roi Vitigès arrive et son long siège de la ville éternelle commence. D'un côté, Bélisaire et ses quelques 10 000 hommes. De l'autre, l'armée goth de 130 000 hommes. Attendez, 130 000 hommes. Ce chiffre qui nous est rapporté par Procope ne semble pas du tout réaliste, et les historiens s'accordent aujourd'hui sur le chiffre plus raisonnable de 30 000. De toute manière, les Byzantins sont largement dépassés en nombre et les 10 000 hommes sont trop peu
pour bien défendre les kilomètres de murailles de la ville. Pourtant, l'armée résiste. Les sorties de la cavalerie empêchent les Goths d'être efficaces dans leurs attaques. Et le 12 mars 538, le siège est levé. Bélisaire est enfin libre de marcher vers le nord. En attendant, les Francs réapparaissent en 537, lorsqu'ils récupèrent la Provence et lorsque les Goths dégarnissent leur territoire en Alémanie pour combattre l'Empire. Les Francs en profitent et assujettissent les peuples qui s'y trouvent. Puis, en 539, Tibère pénètre en Italie. Le roi Go-Witigis est super content de voir arriver son allié, avant de se rendre compte que les Byzantins sont tout aussi heureux de voir arriver leur allié. Ce qui rend la situation un peu embarrassante pour tout le monde. En fait, le roi franc n'en a pas grand-chose à faire de l'un ou de l'autre, leur passe sous le nez et dévaste le nord de l'Italie, sans faire de considération au regard du camp dans lequel se trouvent les populations massacrées. Après un message envoyé par Bélisaire lui rappelant leur alliance, et une dysenterie un peu trop avancée dans son camp, il décide de rentrer chez lui. Sur quoi, les Goths et les Byzantins peuvent enfin reprendre leurs petites affaires tranquillement. Bélisaire prend les villes italiennes les unes après les autres, avant de finalement arriver devant Ravenne en 540. Mais la situation se complique. L'Empire sassanide entre en guerre contre Constantinople. L'empereur Justinien rappelle Bélisaire et ses troupes. Le général, si proche de la victoire totale, doit faire un choix. Il refuse, avec l'excuse qu'il ne croit pas que l'ordre vient directement de Justinien. En quelques mois, Ravenne est prise, l'Italie est conquise. Mais un terrible événement va mettre un coup d'arrêt définitif dans les projets d'expansion de l'empereur. La pire décennie de l'histoire n'est pas terminée. L'assombrissement du ciel n'en était que le premier chapitre. Le deuxième fléau va toucher l'Empire romain avec bien plus de force et va se faufiler dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il stoppera même la guerre entre l'Empire et les Sassanides. Ce fléau, c'est la Yersinia Pestis, ou la peste de Justinien. D'après Procope, elle apparaît en Égypte en 541 et est ramenée par bateau en 542 où elle foudroie Constantinople. Elle se propage par la mer et touche fortement les villes de Méditerranée. Les écrits estiment que dans ces lieux, entre un tiers et la moitié de la population est balayée. Elle fait des ravages pendant plusieurs années, disparaît puis revient plusieurs fois et ne disparaît totalement qu'en 767, plus de 2 siècles plus tard. Grégoire de Tours nous rapporte les effets de la peste en Francia à 2 reprises. À Arles en 549. À cette époque, la peste ravageait diverses contrées, surtout la province d'Arles. À Clermont en 567. Le peuple de Clermont se tenait alors renfermé dans ses murs, et beaucoup mouraient de diverses et dangereuses maladies. Encore une fois, les années qui suivent l'apparition de l'épidémie, les écrits sur les agissements des rois francs sont muets. Encore une fois, ils doivent mettre toute leur énergie à contrer un fléau et abandonnent temporairement leur lutte intestine. C'est sur cette triste note que nous terminons notre épisode. Mais, dès le prochain épisode, nous nous éloignons de cette terrible décennie pour poursuivre les péripéties d'un des meilleurs rois francs, Tibère Ier. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien en rater et à aimer cette vidéo si elle vous a plu.